On parlait il y a quelques instants de réalité virtuelle. C'est peut-être une des pistes d'exploration dans le domaine médical. C'est de la musique d'avenir. Mais avant de se projeter dans cet avenir hypothétique, bien évidemment, il est bon de connaître aujourd'hui le rôle et l'importance de la vidéo dans le monde de la médecine. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Frank Schneider, qui est responsable du service communication digitale des hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour. Bonjour. Ainsi qu'Olivier Maillard, qui est facteur d'innovation en digital business et médias sociaux de Manou.ch et qui représente le groupe de cliniques privées Hirslanden en Suisse romande. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, de manière générale, est-ce qu'aujourd'hui la vidéo en termes de communication est essentielle dans un organisme hospitalier? Pensez-vous? Alors peut-être Franck, alors vous allez-y seulement. Je pense d'abord qu'elle est essentielle sur le web en général. Aujourd'hui, on n'a plus envie de lire. Les emails sont trop longs. Il faut véritablement arriver à donner une information très courte que les gens peuvent lire sur des téléphones portables qui font 5 pouces. Donc c'est vrai que la lecture est difficile. La vidéo permet de transmettre beaucoup plus d'informations en moins de temps et sur un format plus petit. Frank Schneider, est-ce que c'est essentiel? Effectivement, sur le web, c'est devenu essentiel, mais je dirais de façon complémentaire avec d'autres outils. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser au mieux l'écosystème digital. Et dans l'écosystème digital, c'est sûr que la vidéo est importante. Mais elle doit pas, je pense qu'elle ne doit pas supplanter d'autres types de supports. Elle ne doit pas supplanter automatiquement l'écrit, y compris l'écrit sur des formats encore un petit peu longs. Donc je pense qu'elle vient de façon complémentaire aux autres outils. Et c'est pas nouveau, hein, la vidéo, vous en faites depuis quelques années déjà au sein de vos établissements respectifs. Ça fait combien de temps que vous faites de la vidéo? Alors, la production audiovisuelle aux hôpitaux universitaires de Genève, elle s'est développée, je dirais, de façon importante à partir de 2004-2003. Il y a eu une production régulière d'émissions, même un petit peu avant. Et disons que depuis 2006, il y a eu une volonté de développer de l'information patient et de développer une production régulière, je dirais, sur plusieurs collections. Et pour le groupe Hirslanden? La production vidéo, elle n'est pas nouvelle, clairement. Par contre, elle change de format. Elle évolue, elle évolue vite. Elle évolue très vite. Avant, on faisait des vidéos de très grande qualité. On faisait des vidéos qui duraient 16 minutes. De nouveau, aujourd'hui, avec des formats plus courts, on arrive à faire des vidéos de 1 minute et demie à 3 minutes. Je rejoins ce qui a été dit, en effet. Il n'y a pas que la vidéo, il n'y a pas que la vidéo courte. Il y a aussi des articles de fond, il y a aussi le besoin d'informer de manière beaucoup plus précise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une consommation quand même très rapide. Et au moins pour attraper l'internaute, ou en tout cas pour l'intéresser à quelque chose, pour capter son attention. Pour capter son attention, exactement. La vidéo est une assez bonne arme. Alors avant que vous nous présentiez un petit peu le travail que vous faites au sein des HUG, vous nous avez amené une vidéo qui montre que c'est pas parce qu'on parle de médical, qu'on parle de vidéo, qu'on doit être dans quelque chose de très sérieux, de très ripolliné. C'est juste? Alors c'est une vidéo qui vient juste d'être terminée dans le cadre de la campagne Movember qui a lieu tout le mois de novembre. Et effectivement, c'est une vidéo qui montre qu'on peut aborder des thèmes médicaux importants de façon un petit peu décalée. Donc je vous laisse la projeter et puis on peut en discuter après. Alors on regarde tout de suite cette vidéo.
C'est vrai que c'est une vidéo qui peut surprendre. Pourquoi cette vidéo? Quel était le but recherché? Alors tout d'abord, tout le mérite de ce travail revient au réalisateur Arthur Touchet, la production indépendante qui a travaillé avec les HUG qui s'appelle Tolmao, et puis l'équipe du professeur Iselin. La campagne Movember, c'est une campagne pour la recherche contre les cancers, cancer de la prostate. Et c'est vrai que le fait de montrer comme ça le bloc opératoire, le contraste entre le robot Da Vinci, qui est un robot chirurgical de dernière génération, et puis ce barbier traditionnel, la campagne Movember est basée sur le fait qu'au mois de novembre, par solidarité avec cette recherche contre le cancer, les gens vont porter la moustache. C'est tout à fait le type d'action qui va nous permettre, nous, de mobiliser sur quelque chose de sérieux. Olivier Maillard, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette vidéo? On en verra une après aussi, hein, du groupe Irsanden, qui va un petit peu dans cet esprit. Personnellement, j'adore. Je trouve qu'en effet, on peut parler à la fois de haute technologie, on peut rassurer aussi les gens sur la capacité, parce que si on arrive à couper un poil comme ça, on arrive aussi à inciser au bon endroit, donc on voit la technologie, puis en même temps, on a un ton tout à fait décalé qui est de très bon augure. Après, ça demande une vraie logique, j'ai envie de dire, en termes de communication dans un hôpital, et qui va relativement loin parce que ça engage vraiment l'image de l'entreprise auprès de ses employés, souvent des médecins, etc., et des patients. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que on traite de la santé des gens, effectivement, donc on ne peut pas aller n'importe. Ça peut être mal pris, il peut y avoir de la susceptibilité. Quand une personne qui est malade peut réagir d'une manière peut-être différente et avec moins de distance. Donc, non, magnifique. Enfin, fonctionnaire, vous nous avez préparé une belle cascade déjà, une présentation du travail que vous faites au sein de la Web TV des universités, des hôpitaux universitaires de Genève. Je vous laisse peut-être démarrer tout simplement la présentation. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était la production. Mais derrière la production, la vraie révolution, c'est la capacité pour les hôpitaux de diffuser eux-mêmes, de maîtriser la diffusion. Donc la Web TV des Hugues, elle a été ouverte en 2010 sur YouTube. Quel type de production? À partir du moment où on maîtrise les outils de diffusion, tout d'un coup la production devient très différente parce que et le fait que les coûts de diffusion descendent beaucoup, on peut mettre tout l'investissement dans la production, et dans ce cas-là, on peut avoir une production qui est tout à fait homogène. Donc, on a principalement deux collections, une collection qui s'appelle Pulsation TV, qui est une production plus reportage, et une collection d'information aux patients, qui est sur des critères beaucoup plus stricts d'information médicale. Mais à côté de ça, on va avoir aussi du témoignage patient, on peut avoir de l'animation, on peut avoir des tutoriels, et puis on peut avoir ce que vous avez vu là, des films faits pour des campagnes spécifiques. Alors, la vidéo des HUG sur YouTube, donc c'est 5 ans d'existence, une quarantaine de playlists, plus de 500 vidéos avec des choses très diverses, et plus de 6,5 millions de vues, ce qui est pour un hôpital extrêmement important, et même pour n'importe quelle entreprise. Au niveau des chaînes d'entreprises en Suisse, la chaîne des Hugues est une de celles qui a le plus de vues, pas simplement parce que le travail de production est important, mais aussi parce que les patients ont besoin de voir ce type d'informations-là, et qu'il y a une vraie demande sur Internet en général, et dans le domaine de l'audiovisuel en particulier, une vraie demande de la part de l'audience. Alors, la collection d'informations patients, c'est celle qui fonctionne le mieux. Cette collection, elle doit respecter des critères. Elle a pour objectif de rassurer le patient. L'information doit être objective. On n'est pas du tout dans le marketing. On est dans une information basée sur des critères scientifiques. On fait peu d'interviews. Par contre, il y a beaucoup plus de voix off. De temps en temps, on travaille avec ce qu'on appelle des patients standards, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la pathologie, avec qui on peut travailler plus longtemps en production, parce que travailler 4 heures ou 6 heures avec quelqu'un qui est vraiment malade sur un tournage, c'est pas possible. Donc on a des gens qui sont formés par la faculté de médecine, qui connaissent bien les pathologies et qui permettent sur des tournages de pouvoir simuler des pathologies. Donc on arrive comme ça à avoir à la fois
une production cinématographique de qualité et en même temps d'avoir des gens qui sont capables de jouer parfaitement dans ce type de tournage-là. Donc là, pour mettre la vidéo... Comment ça passe la vidéo? Alors, il faut cliquer sur la souris, on me dit. On va voir si je fais une bêtise, je vais essayer de ne pas tomber. Hop là, voilà. Donc ce film-là, il est destiné... Bonjour Sabine, moi je suis Isabelle, je suis l'infirmière anesthésiste. Tu vas bien? Oui. Ok. Alors je prends ton doudou. Ok. Je vais mettre des petites électrodes sur doudou, en école, pour surveiller le cœur. Et maintenant j'en mets sur toi. Une ici, une de ce côté, et le troisième. Voilà. Je mets des petits câbles de couleur. On met un rouge de ce côté. Donc ça, c'est la façon dont réellement au bloc opératoire, les enfants de cet âge-là sont rassurés pour pouvoir passer au bloc. Voilà. Si jamais on peut peut-être couper la vidéo si vous voulez. Regarde, ça peut se... Passer au point Donc suivant. on est à la fois très proche de ce qui se passe vraiment quand un enfant de cet âge-là est opéré. Le film, il est vraiment spécifiquement destiné à la fois aux enfants, mais bien sûr aussi aux familles, parce qu'à cet âge-là, rassurer les parents, c'est très important. Le film, il peut être regardé avec l'enfant et les parents. Et donc le film peut être montré à n'importe quel enfant qui va passer au bloc opératoire, pour n'importe quel type d'opération. Alors, la deuxième collection, c'est une collection qui s'appelle Pulsation TV. Le rédacteur en chef de l'émission, Bernard Villa, est présent ici. Donc c'est une émission qui existe déjà depuis des années, qui a changé au niveau de la durée. C'est vrai qu'il y a eu une évolution des durées. Maintenant, on est sur des formats de 2 fois 6 minutes, qui restent encore des formats longs pour le web. C'est une émission mensuelle, c'est une émission où il y a de l'interview, beaucoup de témoignages de patients, et puis peu ou pas de reconstitution. Comme chaque jour depuis un mois, Dora se rend à l'hôpital Beauséjour pour soigner son mal de dos chronique. Mon mal de dos, c'est très compliqué, c'est très variable. Ça peut venir comme ça, par exemple être tranquillement en train de marcher et tout d'un coup, comme si quelqu'un était en train de vous poignarder le dos. Donc cette émission, elle est coproduite avec une société indépendante. Il y a une partie des productions qui sont faites en interne par l'équipe de Bernard Villa. Il y a une partie qui est faite par des productions indépendantes, principalement Aftermedia. La voix que vous entendiez, c'est Stéphane Santini d'Aftermedia. Et puis, une troisième catégorie qui est peut-être moins importante, mais qu'on va retrouver beaucoup dans d'autres productions, c'est le témoignage des patients, la parole même de celui qui connaît la pathologie. C'est subjectif, c'est clair, mais par contre, c'est une parole qui est engagée et donc qui aura beaucoup de poids. Par contre, c'est très important sur ce type de film-là d'avoir leurs sentiments, y compris des proches du patient, pour éviter que ça puisse gêner l'entourage ou le patient lui-même. Un contrôle. Et je suis allée faire un contrôle. Et à l'issue de ce contrôle, le diagnostic est tombé. La première partie du diagnostic. Donc il n'y a pas vraiment eu d'instant où on m'a dit, ben voilà, vous avez un cancer. Donc, pour d'autres patients qui vont avoir le même type de pathologie, le moment du diagnostic est très important et apprendre de la voix de quelqu'un d'autre, peut-être ça fait 5 ans, 10 ans que cette personne-là a de recul par rapport à ça, comprendre par les étapes par lesquelles elle est passée, c'est très important pour des gens qui viennent de vivre ça. Donc ça, c'est un autre type de vidéo
qui est peut-être beaucoup moins grand public, mais qui est importante, qui sont faits par des très gros journaux classiques. On voyait dans les séances d'avant que de la part des médias traditionnels, le New England Journal of Medicine est vraiment un canal très traditionnel, et travailler avec eux sur le web, travailler avec eux sur la vidéo, c'est vraiment très important. Donc on a fait plusieurs vidéos pour ce journal. Alors, ça, c'est pour vous montrer un petit peu la façon dont se structure la chaîne vidéo des Hugues. Donc, on a 500 vidéos, mais avec des choses très diverses. On peut avoir de la conférence, qui sont des choses qui n'auront pas une durée de vie, des fois trop longue, ou certaines interviews. Par contre, on voit que Je vais à l'hôpital des enfants, c'est l'extrait que vous avez vu. Il a été visionné 500 000 fois. Et on a vraiment une structuration de l'audience sur un tout petit nombre de vidéos. Ça veut dire qu'on a 5% des vidéos qui vont regrouper 50% de l'audience. Ce qu'on retrouve sur d'autres chaînes YouTube, mais qui est quand même difficile à gérer parce que ça veut dire qu'il faut avoir le courage quand même de produire les autres émissions. Ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer sur ces 5%-là. Par contre, c'est vrai que c'est une structuration d'audience qui est particulière. Ça, c'est l'évolution depuis 5 ans de l'audience de la chaîne. Donc on voit que c'est des évolutions très très importantes. La première année, 500 000 vues, 1 million de vues l'année suivante. On est vraiment sur une audience. On pense qu'au bout de quelques années, cette audience va se stabiliser. C'est difficile de savoir quelle est l'audience, quel est le bassin maximum, mais pour l'instant, on est encore sur des phases très rapides d'évolution d'audience. Alors, un hôpital, ce n'est pas que des hospitalisations de personnes jeunes, donc c'est très important pour nous de voir que, y compris dans les tranches 55-65 ans, on a une audience aussi importante. Il n'y a pas plus de gens qui regardent la chaîne chez les ados que chez les plus de 55. Donc on a une structure d'audience qui est, c'est sûr, plus jeune que la moyenne d'une personne hospitalisée, mais qui est tout à fait correcte. Et on s'aperçoit que l'adoption de tous ces outils-là par les personnes plus âgé et extrêmement rapide. L'autre chose très importante, c'est tout l'écosystème médias sociaux. Donc on regarde beaucoup le partage des vidéos sur les médias sociaux. La chaîne YouTube doit être complètement liée à l'ensemble des autres outils. Les sources de trafic, elles sont aussi très importantes. En 2015, on a vu le croisement des courbes entre les personnes qui consultent sur le mobile et les personnes qui consultent sur le desktop. Donc maintenant, sur le web en général, mais aussi sur la vidéo, on est très très orienté mobile. Et puis, depuis à peu près 1 an et demi, on a basculé des budgets qui étaient des budgets traditionnels de diffusion sur de la TV, sur du YouTube payant. Donc on a à peu près 15% de publicités sur YouTube qui sont pour nous maintenant devenues une diffusion classique. On a une chaîne principale parce qu'on ne veut pas disperser l'audience, mais on peut avoir aussi des chaînes spécifiques. Donc, prévention et contrôle de l'infection, un service qui travaille avec l'OMS. Ils ont beaucoup de vidéos, il y a presque 110 vidéos. On ne pouvait pas se permettre de noyer ça et de mélanger ça avec le reste. Donc, on a une chaîne spécifique pour cette audience-là et pour ce travail-là avec un public anglophone. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez connu, sûrement vous l'avez déjà vu. C'est un slide qui date de 2010. Et déjà à l'époque, le magazine Wired montrait que par rapport à l'ensemble du web, la vidéo était en train de prendre une importance disproportionnée, je dirais, par rapport à l'ensemble du web. Et c'est vrai que ce type de... Alors c'est vieux maintenant, hein, 5 ans. Mais c'est vrai que 5 ans après, on s'aperçoit que la prédiction était bonne et que sans une production vidéo importante, la présence sur le web n'est pas correcte. Et puis pour nous, l'avenir, c'est vraiment Periscope et le live stream. J'ai entendu parler quelqu'un en haut de... Je ne sais plus quel est le cast. C'est vrai que le fait de pouvoir, comme pour la diffusion, YouTube a permis un abaissement des coûts de diffusion très très important. Et le fait d'abaisser le live stream, d'avoir la possibilité de faire du live stream beaucoup plus fréquemment, je pense que dans les années à venir, ça va aussi beaucoup modifier la façon dont on va pouvoir travailler. Merci. Voilà, alors merci beaucoup pour cette présentation. Olivier Maillard, qu'est-ce que vous inspire cette prise de position? On le voit, différentes chaînes qui sont alimentées en permanence par des vidéos. Ce n'est pas forcément le même type de fonctionnement pour Ears London.
Non, c'est pas forcément le même type de fonctionnement. Il y Bien a, proche du micro, il y a beaucoup ouais. de choses. Premièrement, d'abord, j'ai envie des fois le côté très centralisé des HUG par rapport aux 16 cliniques du groupe Hirslanden, en plus sur 2 régions géographiques, donc linguistiques, qui posent toute une question de traduction des vidéos, etc. Donc ça pose d'autres problèmes. On est moins en avance, je pense, que les HUG. Par contre, on rejoint des éléments. Il y a un élément moi, que je trouve vraiment intéressant, c'est cette logique des vidéos qui vont servir plus au marketing et à la communication, on va dire, c'est-à-dire de se faire connaître, de gagner, voire de maintenir la confiance de l'institution hospitalière avec les patients. Et puis en même temps, toute cette dimension de prévention, toute cette dimension d'éducation. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Moi, je me rappelle, il y a peut-être 5, 6, 7 années, les médecins se faisaient des cheveux gris parce que quand ils avaient un patient qui venait les voir, il avait déjà fait presque un autodiagnostic en allant chercher sur Google tous les blogs et toutes les informations qu'il pouvait trouver sur Internet. Ça partait un peu dans tous les sens parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Ça rendait des fois la relation avec le médecin difficile. Et là, je pense qu'on le voit bien. Il y a des vidéos qui expliquent clairement, professionnellement, selon les types soit de pathologie, soit de traitement. Et le patient vient certes informé, parce que ça c'est une évolution de la société, mais je dirais il vient bien informé. Et ça je pense que c'est vraiment un enjeu pour les hôpitaux en général, je pense autant pour les vôtres que pour le groupe Hirslanden et tous les autres. Puis le dernier élément, c'est que je pense que si on habitue véritablement les gens à un contenu de qualité, par la vidéo, que ce soit sur de l'aspect préventif, éducationnel, etc. On va justement pouvoir encore plus développer l'aspect préventif, avec notamment tout ce qui est webcast, webinar et autres, qui vont permettre sur des cibles très précises de gens de pouvoir entrer en dialogue de manière beaucoup plus simple et facile et économique que l'on fait aujourd'hui. On va regarder différentes vidéos qui montrent le positionnement d'Hirslanden dans ce domaine-là. Une première vidéo qui est relativement classique. On regarde ce que ça peut donner pour le groupe Hirslanden en images. Bonjour, je suis Dr Martin, je suis gastroentérologue et je suis donc installé en ville en cabinet avec mes 2 associés, le Dr Frey et le Dr Delavie, et on fait en fait nos examens endoscopiques ici au centre d'endoscopie de la clinique Cécile. Les patients peuvent nous être adressés ou bien par le médecin traitant, ou bien ce sont des patients qu'on a vus nous-mêmes d'abord à la consultation qui sont ensuite vus ici au centre. Alors la motivation c'était que une nuit je me suis réveillée vers le matin tout en sueur quasiment parce que je rêvais, voilà, le jour où tu mourras, c'est à cause d'un cancer d'intestin. Et puis je dis suite à cela, alors je dis bon, je vais faire une coloscopie. Et puis comme ma fille elle est dans le médical, elle m'a tout de suite dit oui, c'est la meilleure chose à faire, c'est pas grand chose. Et puis au moins tu es sûr, ça te rassure. Typiquement, le patient vient, est ici accueilli par une infirmière au centre qui lui pose 2-3 petites questions avant de pouvoir faire l'examen et lui pose une voie veineuse, contrôle les paramètres. Et puis après, le patient est amené en fait en salle où on fait les examens endoscopiques. Donc une fois que le patient est entré en salle, on l'installe, on essaye de le mettre au mieux possible à l'aise et puis on discute un tout petit moment de la sédation qu'on va donner. Les infirmières qui nous prennent aux sources, là, ils sont déjà très, très gentils. Ils nous prennent vraiment soin de nous, ils nous mettent en confiance. Et puis, on rejoint le médecin. Et puis, apparemment, on peut choisir si oui ou non on veut être anesthésié. Disons, s'il veut dormir pendant l'intervention. Donc, en gastroentérologie, on fait en fait principalement 2 examens. Il y a la gastroscopie qui est en fait l'examen où on va passer par la bouche. Et donc le deuxième examen qu'on fait en gastroentérologie, c'est la coloscopie, qui est en fait l'examen par l'anus. Ici, c'est un coloscope. Donc pour faire la coloscopie, donc c'est en fait un instrument qui a en fait sur le bout une lumière et une caméra qu'on peut voir là. Et donc en fait l'image par des fibres optiques est passée vers un processeur. Et puis ça nous transmet en fait l'image directement sur l'écran. Et nous, pendant on travaille, on regarde continuellement l'écran. Voilà donc une vidéo
assez classique, explicative, rassurante. C'est le message derrière cette vidéo. Alors on rejoint tout à fait ce qui a été présenté avant. On est à la fois dans une logique un peu communication marketing. Voilà la prestation qu'on va vous offrir. Ensuite sur l'aspect rassurant. Voilà comment ça va se passer. Regardez les coulisses, regardez l'environnement dans lequel vous allez arriver pour essayer en effet de déstresser, de rassurer les gens. Et puis l'élément, je dirais, témoignage, qui est celui du patient ou de la patiente, de nouveau. Parce qu'à quelque part, je rejoins ce qui a été dit, un tiers qui parle de son expérience a peut-être un côté plus rassurant qu'une personne en blouse blanche qui nous intimide. Là, c'est aussi une vidéo qui est maîtrisée dans les propos. On va voir dans la prochaine vidéo où finalement, là, c'est le patient qui prend le lead. Et vous avez décidé donc d'utiliser cette vidéo sur votre canal. On va regarder la vidéo, on en parle juste après. Alors on est complètement aux antipodes, on entend des personnes un peu rire dans la salle. Pourquoi le choix de cette vidéo? Pourquoi le choix de l'utiliser finalement pour valoriser les valeurs d'Irslanden? Alors, je crois d'abord l'objectif était un petit peu de voir différents cas de figure ici aujourd'hui. Ici, on est en effet dans une vidéo, donc pour bien préciser, c'est une vidéo qui est totalement produite par le patient lui-même, qui s'est filmé, qui a filmé le personnel soignant, etc., et qui a monté lui-même cette vidéo et qui l'a publiée simplement sur YouTube. Par le travail évidemment d'observation de l'Internet, évidemment, que l'on fait aussi. Elle remonte sur les radars, entre guillemets, et puis c'est vrai qu'à un certain moment, il y a le choix de dire est-ce qu'on montre cette vidéo, est-ce qu'on la référencie ou pas sur les canaux d'Irslanden. De nouveau, ça appartient à cette nouvelle vision du monde qui est plus celle de l'entreprise communique, point barre. C'est celle qu'aujourd'hui le contenu, et alors on parlait de frais de production, là on est carrément dans les moyens de production. Avec un téléphone portable, on peut même faire une petite vidéo très sympathique. Donc c'est de dire le contenu est créé par tout le monde, y compris dans le cas particulier par le patient. Et puis c'est une manière aussi, de la même manière que le témoignage dans la vidéo d'avant relie, si on veut, la personne qui écoute la vidéo ou qui regarde la vidéo avec quelque chose qui appartient qui est de l'ordre de la complicité, où je m'identifie à la personne. Et bien ici on est à 100% immergé dans cette logique-là. Franck Schneider, que vous inspire cette vidéo? Moi, je trouve ça très très bien que vous ayez choisi de présenter ça, parce qu'effectivement, ça peut sembler un peu paradoxal, mais trop souvent, on parle de la communauté. C'est le vrai changement sur les médias sociaux, mais en fait on ne respecte pas assez souvent ce qui va être produit pour la communauté, l'échange. Dans la toute première table ronde où j'étais ici, il y avait quelqu'un de la RTS qui disait mais peut-être qu'on n'utilise pas assez le feedback. C'est étonnant, c'est normal de la part d'un média traditionnel, parce que le média traditionnel dans le temps il n'avait pas ce feedback là, alors que quand on crée une chaîne YouTube, le feedback il est immédiat. Quand on travaille sur les médias sociaux, le feedback, il est immédiat. Il n'y a que du feedback, il n'y a que de la conversation, il n'y a que de l'échange. Et donc, je trouve ça très bien que Irslanden ait déjà repéré ça, parce que ça veut dire qu'ils écoutent ce que font les gens. C'est pas seulement je publie, mais c'est aussi je regarde ce qu'on fait et j'échange. Et aussi qu'ils choisissent, j'imagine que vous leur avez quand même posé la question, puis après de le diffuser et de jouer avec ça. Même si ça peut sembler paradoxal par rapport à une vidéo de pub classique. C'est vrai que le côté rassurant, qu'il vienne aussi du patient lui-même, ça a une force encore supplémentaire, je suppose. Ça a une force supplémentaire, ça a aussi un danger. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ici que contrairement à une vidéo qui est complètement montée, où on passe 4 heures autour d'un faux patient peut-être, ou en tout cas quelqu'un qui joue le patient, ici on est avec des gens totalement vrais, et puis la question qui se pose c'est est-ce que la réceptionniste qui apparaît dans le film, elle a envie
d'être sur une vidéo? Est-ce que le personnel soignant qui est autour de la personne est d'accord d'être filmé et peut-être de finir sur... Problématique de droit à l'image. Hein. Voilà, on entre dans des problématiques de droit à l'image sur lesquelles s'additionne encore la problématique du privé et du professionnel, parce que je suis sur un lieu de travail dans lequel on a un lien entre l'employeur, on a l'employé, qui eux-mêmes sont liés par un contrat, avec de la confidentialité. On est dans le monde de la santé, donc à quelque part, il y a aussi un certain nombre une prudence à avoir par rapport aux informations qui sont liées aux gens qui circulent dans un hôpital. Donc on doit bien vérifier dans ce genre de vidéo qui est en arrière-fond, qui est dans la cafétéria, qui est reconnaissable ou pas. Ça va amener toute une série de questions qui, à mon avis, dans les années futures, surtout si on utilise le contenu généré par le patient ou par l'utilisateur, vont poser de grands problèmes, entre guillemets, par rapport à ça. Alors on va regarder encore un troisième extrait d'une autre vidéo qui est complètement différente. On pourra en parler juste après. On regarde ce troisième extrait d'Irslanden. Bonjour Coralie. Bonjour. On est ici à la clinique Cécile du groupe Irslanden à Lausanne, 3e étage. Vous y faites quoi dans cette chambre d'hôpital? Alors, je suis actuellement infirmière dans ce service d'urologie et de neurologie depuis septembre 2014. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce service en particulier? Alors, pour moi, voilà, la chirurgie, c'est un service qui bouge. Et puis, je suis une fille assez vivante, dynamique. Et il me fallait un travail comme ça, un peu qui bouge comme moi, où il faut s'adapter. Et voilà, qui demande du dynamisme, de s'adapter à toute situation. Et du coup, j'ai choisi ce service. Aujourd'hui, vous êtes employé à la clinique Cécile, mais je crois que tout a commencé il y a à peu près une année autour d'une table ronde. Vous pouvez nous raconter cette histoire? Exactement, j'étais il y a une année encore étudiante à l'école de la Source et on a eu donc cette fameuse table ronde où Corinne Studer, qui est une employée des ressources humaines d'Irslanden, est venue présenter la clinique, le groupe aux étudiants pour motiver à postuler. Et c'est vrai qu'elle était vive, dynamique, ça donnait envie de postuler et surtout qu'elle défendait des valeurs comme le bien-être du patient, le respect, le plaisir de travailler également et puis tout ça c'est des valeurs que je défends également et donc ça m'a vraiment donné envie de postuler. Et puis quand vous avez postulé pour un stage en premier, c'est juste? Oui. Alors j'ai fait mon dernier stage de dernière année de fin de diplôme en cardiologie ambulatoire à la clinique Cécile à Lausanne et en fait après j'ai décidé de postuler mais plutôt pour de la chirurgie dans les étages de la clinique plutôt qu'en cardiologie ambulatoire. Donc ce qui fait que maintenant je suis dans le service d'urologie-neurologie. Engagé comme employé fixe. Exactement. Après ce stage. Ah, oui. Excellent. Qu'est-ce qui vous a fait choisir une clinique Irslanden comme premier employeur? Alors, pour moi, c'était important d'être dans une petite structure, de pouvoir savoir à qui je m'adressais quand j'étais au téléphone. Je préférais ça, une grande structure où on ne sait jamais à qui on s'adresse. Et voilà, j'avais à cœur d'être dans une clinique plutôt qu'un grand hôpital. Alors une vidéo qui peut surprendre, de par sa réalisation, la rythmique aussi. Pourquoi avoir choisi cette vidéo pour représenter un petit peu ce que vous faites? Alors là, de nouveau, on expérimente, donc on essaye aussi de voir comment on peut utiliser d'abord ces vidéos. Là, on voit un glissement clairement vers le domaine de la question du recrutement, des ressources humaines. Il y a cette très jolie histoire de Coralie qui, en effet, est infirmière à la Source, entend quelqu'un parler sur scène, alors qu'apparemment, chez les étudiants, on a l'impression qu'en premier emploi, on ne trouvera jamais un job dans une clinique privée, il faudra d'abord passer par d'autres expériences dans des hôpitaux publics. Donc, on entend tout ça, on sait tout ça, donc quand il y a un cas comme ça, on l'utilise un petit peu évidemment pour raconter l'histoire qui a été simplement présentée l'année d'après lors de la même réunion à la Source. Donc là, on utilise le témoignage d'une ancienne étudiante qui parle à ses pairs pour dire finalement, voilà, c'est simple, on peut postuler, on peut être engagé, il faut avoir simplement l'envie de le faire. Quant à la vidéo sur son mode de production, là, on est dans l'urgence, au dernier moment. Donc, on est avec une toute petite caméra, celle que vous prenez en vacances avec votre famille. Et puis, en 1 heure de temps, avec, je crois, 2 prises, en posant 3 questions, on lance la chose de manière extraordinairement spontanée. Cette vidéo, elle apparaît sur Facebook. Elle n'apparaît pas sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Donc peu importe les outils, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première conférence, ce sont les propos finalement qui sont importants, également dans le monde médical,
plus que la qualité de la production vidéo. Ça, c'est aussi une réflexion que vous menez au quotidien Comme le public cible, si je peux juste me permettre encore, comme le public cible ici, c'est des infirmières, infirmiers en études, on parle à des gens qui ont même pas une vingtaine d'années ou tout juste une vingtaine d'années. Je crois que sur la forme et la musique et tout ça, ils sont peut-être moins... Ce qu'ils veulent, c'est savoir s'ils ont envie d'y aller ou pas. Donc les propos sont plus importants. Je pense qu'il y a à chaque fois une réflexion sur le fait que l'outil doit être adapté aux propos. Les deux ne sont pas déconnectés. Il y a un propos, il y a un message à transmettre. Là, on ne peut pas dire... C'est vrai que ce n'est pas une production qui est très chère, mais par rapport à d'autres types de productions qu'on peut voir, ça tient quand même bien debout. Je ne sais pas si elle avait un micro-cravate ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on entend quand même bien le son. Donc et c'est vrai que c'est très important de voir quels sont les moyens de production qu'on alloue par rapport à tel type de production. C'est vrai qu'on est dans le domaine de la santé, dans un domaine où il y a une demande qui est énorme. Les recherches sur Internet liées à des mots liés à la santé sont incroyables parce que les gens qui sont touchés, ils ont besoin d'avoir de l'information. Et donc, de la part des hôpitaux, aussi bien Hirslanden que les hôpitaux universitaires de Genève, c'est important de ne pas laisser ces recherches Google atterrir sur des informations qui vont être données, qui ne vont pas être fiables. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir cette interview de jeune infirmière qui est tout à fait intéressante, plutôt que de tomber sur un blog qui peut donner des informations fausses par rapport à de l'engagement ou des choses comme ça. C'est important d'être engagé et les patients attendent ça. Dans les études, on voit les patients attendent de la part des institutions une présence professionnelle sur les médias sociaux. Nous, depuis 2013, on forme les soignants aux médias sociaux pour qu'ils connaissent ces outils-là. Pas parce que ça va faire partie intégrante de leur métier, mais parce que sur une petite partie de leur temps, ils peuvent être amenés à faire de l'enseignement thérapeutique, à faire de l'information avec ces outils-là, comme ils le faisaient avant avec d'autres outils. Les enjeux futurs en termes de communication, et notamment avec la vidéo, pour vos établissements, où est-ce qu'ils se situent, ces enjeux? C'est délicat, hein, c'est difficile. Plus de budget. Ça c'est pour tous les domaines, la même chose. Dans le sens ressources. Est-ce que c'est le public qui est visé? Est-ce que c'est les plateformes de communication qu'il faut occuper de manière efficiente? Aujourd'hui, je crois que les plateformes, elles sont relativement connues. D'abord, YouTube est devenu quasiment incontournable, ne serait-ce parce que c'est un repository, comme on dit en anglais, hein, donc un endroit où on dépose l'information. Ensuite, on peut la linker avec des articles de blog, avec des forums, avec des sites de partenaires. Donc je pense que les canaux aujourd'hui sont assez bien connus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des canaux de niche, ou etc. Non, je pense qu'il y a véritablement une meilleure compréhension de qui est le public cible, quelle information il veut, comment on peut la lui donner de manière à être, on va dire, à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du marketing et de ce qui est de l'ordre véritablement du service public, ou en tout cas de l'information à la population. Et là, il faut très certainement trouver le bon chemin. Franck Schneider. Pour moi, les enjeux, c'est la formation. La transformation digitale, c'est pas seulement un mot, c'est une réalité. C'est des choses qui évoluent très très vite et il faut que des gens qui ont travaillé pendant 10, 15 ans, 20 ans avec d'autres outils arrivent à s'approprier ces outils-là et arrivent à bien les utiliser. Donc la formation, c'est très important. Diffuser des bonnes pratiques. Donc il y a tout un travail d'écriture, de rédiger des règles de gouvernance pour pouvoir travailler sur les médias sociaux comme on travaillait avant sur d'autres outils. Et puis de passer d'une phase d'initiation, là on voit on était à 5 ans pour la chaîne, 2010-2015, à une phase d'utilisation normale de ces outils-là. Pour nous, c'est déjà plus des nouveaux outils de communication, c'est des outils standards. 95% des hôpitaux américains sont sur les médias sociaux. Quand on est à 95%, c'est pas sur des pratiques novatrices, c'est sur des pratiques standards. Par contre, sur les pratiques standards, on doit avoir une attitude professionnelle et on doit maîtriser ces outils-là. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à vous lancer. Ils ont pas l'air... Je crois que vous avez été clair et limpide, alors. Faut croire. Faut croire. Peut-être un dernier mot sur on l'a très rapidement évoqué, le public qui est visé par rapport à vos productions, il est complètement éclaté ou c'est un public bien précis? Ou c'est délicat de le savoir? C'est aujourd'hui relativement délicat de le savoir pour nous. Pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des piliers
de médecine, des domaines de médecine. Et donc, quand on fait une vidéo sur l'oncologie, on touche inévitablement des gens qui sont concernés par la problématique. Quand on parle d'un traitement, on a vu avant des enfants, etc. Inévitablement, on va toucher des parents qui viennent regarder des enfants. Un public plus large, en tout cas. Ouais. Voilà. Chez Hirslanden, il y a véritablement aussi cette question liée aux employés, où là, il y a la reconnaissance d'un public différent qui attend d'autres informations. Et là, alors je rejoins complètement la notion d'évolution des pratiques où notamment le domaine des ressources humaines doit aussi évoluer, doit devenir communicant, ce qui n'est pas forcément leur nature propre. Et puis un élément, je crois, qui est vraiment important, c'est le patient. Je crois encore avant-hier ou dans la semaine, on a tweeté des informations qui viennent notamment de France. Il y a un petit buzzword qui existe en France, qui est la e-santé. On en parle assez peu ici, mais il y avait vous pouvez le trouver si jamais sur la page Facebook, il y a une interview d'une personne qui parle de l'importance du patient dans cette logique de la e-santé, et comment les patients ont été à quelque part moteurs et pionniers de cette vraie réflexion aujourd'hui de comment on traite les questions de santé sur les médias numériques. C'est que les patients sont au centre de toutes les réflexions qu'on peut mener. C'est clair que c'est le public cible principal, les patients, mais aussi les proches des patients, parce que dans une pathologie, par exemple, comme Alzheimer, le proche du patient va être presque plus important que le patient. Mais alors pour la prévention, ça peut être tout un chacun. Et c'est vrai que les communautés de patients en ligne sont très importantes, très influentes. Et c'est aussi elles qui font circuler les vidéos. C'est aussi à elles qu'on s'adresse par ce travail-là. Très bien, alors merci beaucoup messieurs d'être venus sur ce plateau pour nous parler de vos positionnements en termes de vidéo. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Pour la dernière conférence de la journée, nous allons parler de stratégie interactive en compagnie du 20 minutes. À tout à l'heure, merci. Vous avez choisi